Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays, accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit, l'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon pourtant, il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit : « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie. Je pendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit : Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit : « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale, vite, que si ce loup t'attend, casse-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu me veux croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs au bocage, aux sources, à l'aurore, à la nuée, au vent? De quel droit ôtez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu se perd, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne avec leurs nids et leurs femelles? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux, qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux, et si la servitude inutile des bêtes ne se révolte pas onérant sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licots? Oh, de nos actions, qui sait les contre-coups et quels noirs croisements ont au fond du mystère tant de choses qu'on fait en riant sur terre. Quand vos canassés sous un réseau de fer, tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, chardonnerets, pinceaux, moineaux francs, hochequeux. Croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme en heurtant ses barreaux? Prenez garde à la sombre équité. Prenez garde. Partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs. Aux champs les rossignols, aux champs les hirondelles. Les âmes expireront tout ce qu'on fait aux ailes. La balance invisible a deux plateaux obscurs. Prenez garde au cachot dont vous ornez vos murs. Du treillage au fil d'or naissent les noires grilles. La volière sinistre est mère des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on prend à des oiseaux,
le destin juste et dur la reprend à des hommes. Nous avons des tyrans parce que nous en sommes. Tu veux être libre, homme. Et de quel droit, ayant chez toi le détenu, ce témoin effrayant, ce qu'on croit sans défense est défendu par l'ombre. Toute l'immensité sur ce pauvre oiseau sombre se penche et te dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur, criant oppression. Le sort te tient, pendant que ta démence brave ce forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave. Et la cage qui pend au seuil de ta maison vit, chante et fait sortir de terre la prison. Depuis le débarquement, ma montre s'est arrêtée. Sans doute l'eau de mer, le sable noir, ou le talc qui affleure, qui vole dans les rafales de vent. Je l'ai mise de côté. Je ne sais plus où. Je l'ai oubliée. Peut-être dans la trousse de médecin de Jacques, avec mes boutons de manchette et le petit crayon en or de l'arrière-grand-mère Eliassin. Maintenant, j'ai une autre mesure du temps, qui le va-et-vient des marées, le passage des oiseaux, les changements dans le ciel et dans la lagune, le battement de mon cœur. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement par la télévision des divertissements flattants, toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On s'occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'a rien de mieux. En général,
on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon. Socialement, ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs. Et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, en jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondée d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. Et, confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre 4 murailles, de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupée, tout le jour, à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul, avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus ensanglantée, à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir est de les observer, et les peindre m'en distraira.
Plusieurs recommandations sur le lien avec les autres. En 1, poser les règles de vie en communauté. Les parents posent les règles et doivent les faire respecter. En effet, si la tolérance peut parfois être une bonne chose, dans le cas d'un confinement qui dure, le risque est d'épuiser la patience. Les règles protègent la communauté. Il faut donc les appliquer et les faire appliquer. En 2, sanctuariser les moments. Chaque membre du foyer doit bénéficier des moments pour lui seul, où il vit à son rythme, afin de faire baisser la pression et se livrer à ses activités propres. En 3, sanctuariser des espaces. Chaque membre du foyer doit bénéficier de moments pour lui seul, où il vit à son rythme, afin de faire baisser la pression et se livrer à ses activités propres. En 4, communiquer très vite en cas d'inconfort ou de difficultés interpersonnelles. Il ne faut pas attendre que ça passe. Le risque est que de mauvaises habitudes soient prises et vous poussent à bout. À chaque moment, le risque de crise de colère est élevé. En 5, quand on se sent trop tendu, parler ou s'isoler pour faire baisser la pression. Surtout, ne pas tenter de faire semblant. En 6, proposer des activités plaisir. En 7, chercher à chaque instant à faire que le moment qui passe soit un moment de plaisir pour tout le monde. En 8, partager des activités de groupe avec la famille, des jeux avec vos enfants ou votre conjoint. Évitez le tout écran où chacun est scotché à son téléphone dans son coin. En 9, ne parlez pas que des devoirs à vos enfants. Intéressez-vous à ce qui leur plaît et ce que nous, parents, ignorons souvent. En 10, organiser les tâches de manière conviviale, ludique et solidaire. Maman ne doit pas tout faire. Tout le monde doit prendre sa part. En 11, expliquer aux enfants que ce ne sont pas des vacances. La nuit, avant de partir, j'ai marché dans les pièces une dernière fois. On n'avait pas fait nos valises, car on n'emmenait pas grand-chose, mais qu'on ne voulait pas avoir l'air de partir. Donc, je traversais les pièces et je regardais comment on avait meublé ensemble notre vie. Je pensais qu'après, je pourrais me souvenir à quoi ça ressemblait. Luc était dans le salon. Il m'a pris dans ses bras. On était tous les deux malheureux. Comment pouvait-on savoir à ce moment-là qu'on était heureux? Car au moins nous avions ça, des bras autour de nous. Le chat, on ne peut pas le laisser là. Je n'avais pas pensé au chat. Aucun de nous n'y avait pensé. On avait pris cette décision soudainement et puis on avait tout planifié. J'ai sûrement pensé qu'elle viendrait avec nous, mais ce n'était pas possible. On ne prend pas son chat quand on fait une sortie d'une journée de l'autre côté de la frontière. On pourrait la laisser dehors. Elle viendrait miauler à la porte. Quelqu'un verrait qu'on est parti. On pourrait la donner à quelqu'un, à un des voisins. J'ai compris que c'était stupide. Je m'en charge, dit Luc. J'ai compris qu'il allait la tuer. Luc a trouvé le chat qui se cachait sous le lit. Ils savent toujours. Il est allé dans le garage avec elle. Je ne sais pas ce qu'il a fait, et je ne lui ai pas demandé. Je suis restée dans la salle à manger, les mains croisées. J'aurais dû y aller avec lui, prendre ma part de responsabilité. J'aurais au moins dû lui demander comment il avait fait, pour qu'il n'ait pas apporté ça tout seul. Parce que ce petit sacrifice, cette petite flamme éteinte par amour, a été fait aussi par amour pour moi. C'est une des choses qu'il vous force à faire, tuer quelque chose en vous. Le moment où on comprend qu'on a été trahi est le pire. Quand on sait, sans l'ombre d'un doute, qu'on a été trahi. Qu'un être humain vous a voulu tout ce mal. C'était comme être un ascenseur dont les câbles ont été coupés. Être en chute libre et ne pas savoir quand on va toucher terre. Mon Dieu,
qui êtes au ciel, qui êtes à l'intérieur de nous, j'aimerais que tu me dises ton nom, ton vrai nom. Et toi, ça ira aussi. J'aimerais savoir ce que tu fabriques, et quoi que ce soit, s'il te plaît, aide-moi à le supporter. Mais peut-être que ce n'est pas toi le responsable de tout ça. Je ne crois pas un instant que ce qui se passe ici est ce que tu voulais. J'ai assez de pain quotidien. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Ce n'est pas le problème principal. Le problème, c'est de l'avaler sans s'étouffer. Maintenant, pour ce qui est du pardon, ne perds pas de temps à me pardonner maintenant. Il y a des choses plus importantes. Par exemple, garde ceux que j'aime en sécurité, s'ils sont en sécurité. Et qu'ils ne souffrent pas trop. S'ils doivent mourir, que ce soit rapide. Tu pourrais même faire un paradis pour eux. On a besoin de toi pour ça. L'enfer, on s'en charge très bien nous-mêmes. Je devrais sûrement dire que je pardonne à ceux qui ont fait ça. Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Ensuite, il y a la tentation. Savoir est une tentation. Ce qu'on ne sait pas ne nous tente pas. Peut-être que je ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe. Je préférerais ne pas savoir. Peut-être que je ne supporterais pas de savoir. La chute est une chute de l'innocence au savoir. Je pourrais utiliser le crochet dans l'armoire. J'ai réfléchi aux possibilités. Tout ce que j'aurai à faire après m'être attachée, c'est de laisser porter mon poids en avant et ne pas lutter. Délivre-nous du mal. Et puis, il y a aussi le règne, la puissance et la gloire. C'est dur de croire à tout ça maintenant. Mais je vais essayer quand même. Tu dois te sentir écartelée. C'est sûrement pas la première fois. Si j'étais toi, j'en aurais marre. Je serais vraiment dégoûtée. C'est la différence entre toi et moi. Je me sens irréelle à te parler comme ça. J'ai l'impression de parler à un mur. J'aimerais que tu me répondes. Je me sens vraiment seule. Seule près du téléphone. Sauf que je ne peux pas utiliser le téléphone. Et quand bien même, qui est-ce que j'appellerais? Mon Dieu, je ne plaisante pas là. Mon Dieu, comment puis-je continuer à vivre? Embrasse-moi. Touche-moi! Caresse-moi. Serre-moi! Serre-moi la main! Nos mains dans nos mains! J'ai eu mal! Et là, j'ai moins mal. Nous sommes là! Ensemble! Tu sembles préoccupée par autre chose. Qu'est-ce qui t'inquiète, Gaïa? J'ai mis au point un système pour me défendre contre les entités étrangères et ce système est en train de se mettre automatiquement en marche. Un système de défense contre moi? De quoi s'agit-il? Dans le passé, des astéroïdes semblables à toi m'ont fait du mal. Beaucoup de mal. Celui qu'ils ont appelé TA1 a arraché ma croûte, a raclé ma surface en profondeur, a fait saigner mon magma, a entaillé toute la surface de mon épiderme et m'a carrément épluché jusqu'à la zone liquide de mon être. La sensation horrible est restée dans ma mémoire.
Cet astéroïde était donc destructeur? Oui, c'était un rocher stérile qui m'a percuté. D'ailleurs, il m'en reste une blessure profonde, ce que les humains nomment l'océan Pacifique. Ce trou rempli d'eau et la balafre que m'a causé TA1. Cet instant terrifiant aurait pu être fatal. Tout s'est joué sur le volume, la vitesse et l'angle d'impact de TA1. Pourquoi ce nom de Théia? Tous les gros cailloux dangereux qui viennent me percuter ont pris ce nom. Théia signifie donc ennemi, c'est cela? Oui, et après TA1, qui m'a laissé une cicatrice, il y a eu TA2 qui a fait disparaître mes premiers locataires. TA3 qui a créé un hiver permanent. Chaque TA1, une douleur, une perte, un risque de mort. Je n'imaginais pas que je pouvais à ce point être une menace pour toi. Dès lors, j'ai été omnibulé par ce risque. Sur des millénaires, j'ai cherché un moyen de m'en protéger et j'ai trouvé une solution qui se résume à une idée. J'ai entretenu sur ma croûte des parasites. Ce fut l'invention de la vie, de l'intelligence, de la conscience. J'ai voulu que ces humains aient des mains pour dessiner, pour construire, des yeux pour viser et des cerveaux pour planifier. Le travail a été long, hein, mais j'ai réussi. Tu veux dire que c'est toi qui les as inventés? Je dois avouer que je les ai voulus. Je les ai aidés à exister et je les ai, à ma manière, éduqués. Le plus difficile a été de faire comprendre ce que j'attendais d'eux. Les humains étaient si limités. Dans leur imaginaire, l'espace ne les intéressait pas. Ils n'ont jamais vraiment compris ce que j'attendais d'eux et qui j'étais. Pourtant, jadis, je leur parlais. Mais désormais, je n'arrive plus à communiquer avec eux. Tes humains, ce ne sont donc que de simples parasites sur ta croûte? Nous sommes bien d'accord. Depuis peu, ils sont parvenus à satisfaire ma première demande. Ils me protègent vraiment. Jusqu'à quel point? Le précédent astéroïde, ton prédécesseur, TA12, n'a même pas pu m'approcher. Ils l'ont rapidement pulvérisé. Mais moi, je suis différent. Je ne suis pas là pour te porter préjudice. Bien au contraire, je suis un astéroïde fécondant. J'ignorais jusqu'alors que cela existait. Pour moi, tout ce qui venait de l'espace et qui n'était pas moi était forcément une menace. Et plus c'était gros, rapide et venant dans ma direction, plus c'était dangereux. Maintenant que je t'ai parlé et que je sais qui tu es, tout est changé. Le problème, c'est que je n'ai plus les moyens de leur expliquer cette nouveauté. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer, Gaïa? Je n'aime pas faire ça, mais c'est nécessaire. Comme ils disent, la fin justifie les moyens. Parce qu'un jour, je leur expliquerai pourquoi j'ai dû user de ce moyen extrême. Et les humains comprendront. Je n'ai plus le choix. Il faut que j'empêche mon propre système immunitaire de fonctionner, car j'ai affaire à un corps étranger souhaité. Oui, je suis sûr que lorsqu'ils connaîtront les vrais enjeux, ils me pardonneront.
Mon lit est près de la fenêtre. Je reste tournée vers elle la plupart du temps. Je vois des toits et du ciel, un bout de rue aussi, si je fais un grand effort. Je ne vois ni champs, ni montagnes. Ils sont proches, cependant. Après tout, qu'est-ce que j'en sais? Je ne vois pas la mer non plus, mais je l'entends quand elle est grosse. Je peux voir dans une chambre de la maison d'en face. Il s'y passe quelquefois des choses bizarres. Les gens sont bizarres. Peut-être s'agit-il d'anormaux. Eux aussi doivent me voir. Ma grosse tête hirsute tout contre la vitre. Je n'ai jamais eu autant de cheveux qu'à présent, ni d'aussi longs. Je le dis sans crainte d'être contredit. Mais la nuit, ils ne me voient pas, car je n'allume jamais. Je me suis un peu intéressée aux étoiles ici, mais je n'arrive pas à m'y retrouver. En revanche, la lune m'est devenue familière. Je connais bien maintenant ses changements d'aspect et d'orbite. Je sais à peu près les heures où je peux la chercher dans le ciel et les nuits où elle ne viendra pas. Quoi encore? Les nuages, ils sont très variés, vraiment d'une grande variété. Et toutes sortes d'oiseaux, ils viennent sur le rebord de ma fenêtre demander à manger. C'est touchant. Ils frappent à la vitre avec leur bec. Et je ne leur ai jamais rien donné. Mais ils viennent toujours. Qu'est-ce qu'ils attendent? Elle est sale. Elle est glauque et grise, insidieuse et sournoise, d'autant plus meurtrière qu'elle est impalpable. On ne peut pas l'étrangler. Elle glisse entre les doigts, comme la muqueuse immonde autour de l'anguille morte. Elle sent, elle pue, elle souille. C'est la rumeur. Répondez-moi franchement. Est-ce que oui ou non, j'ai l'air contagieux? Je vous pose cette question parce que le bruit court que j'ai le sida. Ça m'est revenu de la bouche d'un PD. Le bruit, hein, pas le sida. Qui le tenait d'un autre PD. Le sida, pas le bruit. Le garçon, le PD de la bouche duquel est revenu le bruit, m'a dit que l'autre garçon, le PD qui avait refilé le sida au PD par laquelle m'est revenu le bruit, lui avait dit que Rigazaré, qui est actuellement avec Le Pen, ne le répétez pas, racontait partout que j'avais le sida. C'est dégueulasse. Dieu m'embrasse. Si possible, pas sur la bouche. On ne sait jamais. C'est la rumeur. Et cependant, il me semble que je suis née et que j'ai vécu longuement et rencontré Jackson et erré dans les villes, les bois et les déserts, et que j'ai été longuement au bord des mers, en pleurs, devant les îles et péninsules, où venaient briller la nuit les petites lumières jaunes et brèves des hommes. Et toute la nuit, les grands feux blancs, ou aux vives couleurs, qui venaient dans les cavernes, où j'étais heureux, tapis sur le sable,
à l'abri des rochers dans l'odeur des algues et de la roche humide, au bruit du vent des vagues, me fouettant d'écume ou soupirant sur la grève et griffant à peine le galet. Non, pas heureux, ça, jamais. Mais souhaitant que la nuit ne finisse jamais, ni ne revienne le jour qui fait dire aux hommes: allons, la vie passe, il faut en profiter. Depuis, j'ai pris l'habitude de me laver plus souvent. J'ai toujours été très propre. Ma tendance actuelle à transpirer beaucoup m'y force, mon obsession de la maladie aussi. Je fais le plus souvent couler l'eau en fin d'après-midi, lorsque je me lasse de lire sur le canapé ou accoudée au bar. Quand je commence à reparcourir plusieurs fois mes phrases, signe d'une concentration déclinante que ne console pas l'envie de passer tout simplement à autre chose, course, documentaire ou promenade, je vais remplir la baignoire après avoir marqué ma page. J'ai la chance d'avoir non seulement une salle de bain, mais aussi dedans ce fameux Velux. Une fois allongée dans l'eau, que je regarde couler en me déshabillant, ou je me plonge dès que j'estime pouvoir être immergée jusqu'au bas-ventre. Je suis évidemment invisible depuis la rue. Et je ne vois, quant à moi, la tête appuyée contre une serviette posée sur le rebord de la baignoire, que les deux tours de la cathédrale, le ciel et ses nuages, dont j'ignore le nom et le reste. J'ai appris à aimer les bains, à ne plus craindre la lenteur du rythme qu'ils imposent à la pensée et au corps. Ce corps dont j'essaye chaque fois, en parcourant les contours depuis ce point de vue finalement assez synoptique qu'offre l'inclinaison de ma tête sur le rebord de la baignoire, de me convaincre qu'il est le mien. Je ne reprends pas toujours mon livre, trouve parfois la force de m'observer nue, éventuellement de me détailler, dans le silence, que viennent rompre les gouttes qui s'échappent du robinet à intervalles réguliers toutes les 6 secondes quand je l'ai mal refermé. J'aime les choses régulières. C'est dans le bain que j'ai découvert mes premiers poils blancs sur le torse et le pubis. Arrête-toi. Au lieu de halter de seconde en seconde, comme un torrent de roc en roc dévalant sans vertu, respire lentement et sans bouger, les pieds croisés, les mains jointes. Regarde, comme si c'était le monde tout entier, un objet menu et domestique. Par exemple, cette tasse. Néglige sa courbure, ce bord ondulé des dessins bleus. Ne considère que l'intérieur, cette cavité blanche, cette surface lisse. L'eau n'est lisse, ainsi que les soirs de grand calme, après une journée qui rassemble et retient son bonheur au centre du silence où s'arrête son souffle. Peux-tu nommer un jour, une heure, sans reflet d'hier, sans impatience de demain, où ton âme fut ainsi lisse? N'écoute pas ton cœur, ne compte pas ton pouls, ne songe pas. Autant qui vers la mort te traverse, mais seulement. En arrêtant ton souffle, regarde cette pure
et seule qualité de lys. Si maintenant tu apprenais à fixer ton regard, ta pensée, ton âme, sans scier sur quelques centimètres carrés de lys. Peut-être alors, sans fuir le monde, sans éviter les femmes, sans changer d'état, de pays, de nourriture. Pourrais-tu espérer un jour commencer à comprendre le monde entier? À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'est un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Les croiseurs vous regardent ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne, encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, et l'écran comme on disait, pouvait être assourdi. Et il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées, le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard noir pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à coups dans le vent, couvrant et découvrant un seul mot. Hang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était la patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais la patrouille n'avait pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du téléécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le téléécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait.
On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Je voudrais crier aux jeunes gens dévorés de l'envie de laisser un nom dans ce monde, qu'il y a quelque chose de mieux que de s'agiter, c'est de ne rien faire. Il y a quelque chose de mieux que d'avoir des aventures, c'est d'en inventer. Il y a quelque chose de mieux que de s'agiter, c'est de s'ennuyer. J'écrirai volontiers un éloge de la paresse et de l'ennui. La paresse, rien de plus clair, est la mère des chefs-d'œuvre. Très loin de l'abrutissement qui naît des grands postes et des hautes fonctions, l'ennui est cet état béni où l'esprit désoccupé aspire à faire sortir du néant quelque chose d'informe et déjà d'idéal qui n'existe pas encore. L'ennui est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Dieu s'ennuyait avant de créer le monde. Ni toi n'était couché dans l'herbe et bâillé au corneille quand il a vu tomber de l'arbre sous lequel il s'ennuyait la pomme de la gravitation universelle. Les petits esprits s'énervent au milieu de foules de choses la plupart du temps inutiles. Les grands esprits ne font rien et s'ennuient, comme Descartes, enfermé seul dans un poêle en Allemagne avant de découvrir des cieux. Chateaubriand bâillait sa vie avant d'écrire Atala et René et les mémoires d'outre-tombe. L'essentiel est de fuir les occupations subalternes et d'éviter de se disperser dans des plaisirs ou des obligations d'emprunt. Et puis, de se donner tout entier à ce qui sera l'œuvre d'une vie. Proust renonce aux chroniques du snobisme et au raout dans le grand monde pour se claquemurer chez lui, entre ses murs couverts de liège, dans les souvenirs et dans ses rêves, d'où surgiront les miracles de Swann, d'Odette, de Françoise, d'Albertine, de la duchesse de Guermantes et du baron de Charlus. Dans un domaine très différent, Louis de Broglie sort lui aussi d'une banalité quotidienne où il ne faisait presque rien pour entrer d'un seul coup dans un rêve étoilé. Il ne passait pas pour le plus doué des siens, qui avaient tous brillé dans la guerre, dans la politique, dans les lettres. Lui, c'était plus modeste. Il s'occupait d'histoire, de généalogie, d'une collection de timbres-poste. Il brillait au bridge et aux échecs. Lorsque, un beau jour à Bruxelles, à l'occasion d'un congrès savant où l'avait entraîné son frère Maurice, il découvre, par hasard, la grandeur farouche d'une physique mathématique qui le mènera jusqu'à la mécanique ondulatoire. Monsieur, lui dira plus tard Léon Blum en lui remettant l'ordre le plus élevé dans la Légion d'honneur, vous appartenez à une famille où le talent était héréditaire avant que le génie y entrât. Merci. 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 Merci.
Ah oui, tu m'écoutes, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Ça marche. L'espérance vint rayonner autour de moi comme le jour. Ah mince, j'ai bugué. Installation. Ah, montre-nous ton installation. Alors, attends, alors là, donc ça, c'était pour poser le téléphone comme ça, avec un bol pour la hauteur. Ça, c'est le texte d'un côté et le texte de l'autre côté, piqué dans des bouteilles d'eau. Voilà. Eh ben oui, ce sont des techniques pour pouvoir Pour que ça lire reste et à la être bonne vu. hauteur, quoi. Et oui, et à la bonne Voilà. hauteur. Bon.